Ma mère a dit à ma femme enceinte de manger aux toilettes pour que la nouvelle famille de sa fille puisse passer une journée parfaite. Maman a ajouté, les femmes enceintes n'ont pas leur place aux belles tables. Ma sœur a ricané. Elle met tout le monde mal à l'aise avec sa condition. Je n'ai rien dit, j'ai juste souri, lui ai pris la main et suis partie tranquillement. Ils ne savaient pas que leur monde tournait grâce à mon argent. Leur journée parfaite est devenue un cauchemar parfait lorsque la réalité les a frappés et qu'ils ont réalisé, je n'aurais jamais pensé écrire ceci, mais après ce qui s'est passé le week-end dernier, j'ai besoin de vider mon sac. Je m'appelle David. J'ai 34 ans. Je travaille dans le capital investissement et j'ai plutôt bien réussi au fil des ans. Ma femme, Sarah, a 28 ans et est actuellement enceinte de 6 mois de notre premier enfant. Elle rayonne absolument et je ne pourrais pas être plus excitée à l'idée de devenir père. L'histoire que je vais vous raconter implique ma mère, Linda, ma sœur Jessica, et le nouveau mari de Jessica, Mark. Il s'agit de la famille, du respect, et de ce qui arrive quand les gens oublient d'où vient leur style de vie confortable. Laissez-moi vous donner quelques antécédents d'abord. En grandissant, notre famille n'était pas riche. Mon père est décédé quand j'avais 16 ans, laissant derrière lui d'importantes dettes médicales. Maman travaillait en double poste dans un restaurant pour nous maintenir à flot, et j'ai commencé à travailler à temps partiel dès que j'ai eu l'âge. Jessica, étant 4 ans plus jeune, a eu la vie un peu plus facile car au moment où elle était au lycée, je contribuais déjà aux dépenses du ménage. J'ai financé mes études universitaires avec des bourses et des prêts. Puis j'ai décroché un poste de débutant dans une petite société d'investissement. Grâce à une détermination pure et quelques coups de chance, j'ai finalement atteint la position que j'occupe aujourd'hui. À mesure que mes revenus augmentaient, je me suis assurée de prendre soin de ma famille. J'ai remboursé l'hypothèque de ma mère il y a 5 ans et j'ai transféré le titre de propriété à mon nom pour des avantages fiscaux et des fins de planification successorale. Quand l'arthrite de ma mère est devenue grave et qu'elle ne pouvait plus travailler au restaurant, je lui ai mis en place une allocation mensuelle qui couvre toutes ses dépenses de subsistance. Elle vit confortablement dans la maison qui est techniquement la mienne, mais qui a toujours été sa maison. Jessica a rencontré Mark il y a 2 ans à l'hôpital où elle travaille. C'est un homme respectable. Il travaille dans l'informatique, gagne un salaire correct. Quand ils se sont fiancés l'année dernière, j'ai payé le mariage, les $35 000. Maman voulait que Jessica ait la journée parfaite qu'elle n'avait jamais eue elle-même. Et j'étais heureux de réaliser cela. La famille de Mark a contribué comme elle le pouvait, mais disons simplement que ce n'était pas grand-chose. Maintenant, voici où les choses se compliquent. Au fil des ans, à mesure que j'ai eu plus de succès, j'ai remarqué un changement dans la façon dont ma famille me traitait. C'est subtil, mais c'est là. Ils se sont habitués à mon soutien financier au point d'oublier que ce ne leur était pas dû. C'est un cadeau. Ils ont aussi développé des attitudes assez prétentieuses. Surtout envers Sarah. Sarah vient d'une famille de classe moyenne. Elle est institutrice en maternelle, ce qui signifie qu'elle ne gagne pas beaucoup d'argent, mais elle aime ce qu'elle fait. Elle est gentille, intelligente et traite tout le monde avec respect. Mais dès le premier jour, ma mère et Jessica ont clairement fait savoir qu'elles pensaient qu'elle n'était pas assez bien pour moi. Elles ont fait des commentaires sur son simple travail, ses vêtements, son milieu familial modeste. Cela m'a toujours dérangée, mais Sarah m'a demandé de garder la paix. Alors j'ai mordu ma langue. La grossesse a empiré les choses. Maman ne cesse de faire des commentaires sur le fait que Sarah devrait quitter son travail et se concentrer sur le fait d'être une épouse et une mère convenable. Jessica a été encore plus odieuse, donnant constamment des conseils non sollicités sur la grossesse, l'accouchement et l'éducation des enfants, malgré n'avoir jamais été enceinte elle-même. Sarah gère tout cela avec grâce. Mais je vois que cela la fatigue. Samedi dernier était le premier anniversaire de mariage de Jessica et Mark. Maman a décidé de leur organiser un dîner de fête au Bella Vista, ce restaurant italien haut de gamme du centre-ville. C'était censé être une petite réunion de famille, juste maman, Jessica, Mark, les parents de Mark, Sarah et moi.
Maman a fait la réservation et a spécifiquement demandé leur salle à manger privée, ce qui, je le savais, signifiait que je paierais l'addition. Ça me va. Je veux que ma sœur soit heureuse. Nous nous sommes tous rencontrés au restaurant à 18h. Sarah était magnifique dans cette robe bleu marine qui s'adaptait parfaitement à son ventre grandissant. Elle était excitée par le dîner. Ayant passé l'après-midi à préparer de A à Z le gâteau au citron préféré de Jessica en guise de surprise. Le restaurant est le genre d'endroit où un dîner pour 8 personnes coûte facilement entre 800 et 1000 $. Mais j'ai dit à maman de commander tout ce qu'elle voulait. Tout semblait normal au début. Nous étions assis dans la salle à manger privée, regardant les menus, bavardant. Les parents de Marc sont des gens sympathiques. Son père est à la retraite de la poste. Sa mère était secrétaire d'école. Ils étaient un peu dépassés par l'ambiance chic, mais essayaient de s'adapter. Sarah discutait avec la mère de Marc de l'enseignement quand les choses ont pris une tournure. Le serveur est venu prendre nos commandes de boissons, et Sarah a demandé de l'eau pétillante avec du citron. Maman a immédiatement froncé les sourcils et a dit « Oh, c'est vrai. Tu ne peux plus boire de choses amusantes. » C'était dit avec un ton faussement sympathique qui me faisait frissonner, mais Sarah a juste souri et a dit qu'elle était parfaitement heureuse avec de l'eau. Puis Jessica a ajouté « Tu sais, Sarah, peut-être devrais-tu envisager de passer à l'eau plate. J'ai lu que les boissons gazeuses ne sont pas bonnes pour le bébé. » Sarah a poliment expliqué que son médecin avait dit que l'eau pétillante était bonne, mais Jessica a continué d'insister. « Eh bien, je pense juste qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Une mère devrait être prête à tout sacrifier pour son enfant. » Je pouvais voir la mâchoire de Sarah se serrer, mais elle a juste hoché la tête et a changé sa commande pour de l'eau plate. Première faute. Alors que nous attendions nos amuse-gueules, maman a commencé à parler de l'élégance du restaurant, du plaisir d'avoir un vrai dîner de famille dans un endroit avec des standards. Elle n'arrêtait pas de souligner ces mots en regardant Sarah, et je commençais à m'agacer. Mais le vrai feu d'artifice a commencé quand notre nourriture est arrivée. Sarah avait commandé le risotto aux fruits de mer, qui était une portion assez grande. Elle en avait mangé environ la moitié quand elle est soudainement devenue pâle et s'est excusée pour aller aux toilettes. La nausée de grossesse peut frapper à des moments aléatoires, et elle y était confrontée tout au long de son 2e trimestre. Elle est partie pendant environ 10 minutes, et quand elle est revenue, elle avait meilleure mine, mais a dit qu'elle avait besoin de faire une pause de manger. C'est à ce moment-là que maman a frappé. « Tu sais, Sarah, » a dit maman assez fort pour que toute la table l'entende. « Si tu vas être malade, peut-être devrais-tu envisager de manger aux toilettes. » C'est censé être la journée spéciale de Jessica, et nous nous sommes tous habillés pour prendre un bon dîner dans un établissement convenable. La table est devenue silencieuse. Les parents de Marc semblaient mortifiés. Marc lui-même regardait son assiette. Jessica acquiesçait comme si maman avait parfaitement raison. J'ai senti ma tension artérielle monter en flèche, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, maman a continué. Les femmes enceintes n'ont vraiment pas leur place aux belles tables si elles ne peuvent pas se tenir correctement. C'est embarrassant pour tout le monde. Le visage de Sarah est devenu rouge vif. Elle semblait avoir été giflée. Mais maman n'avait pas fini. Je veux dire, regardez autour de cette pièce. C'est un endroit chic. Les gens viennent ici pour s'amuser, pas pour regarder quelqu'un courir d'avant en arrière aux toilettes l'air verdâtre. C'est alors que Jessica a décidé d'en rajouter, avec ce sourire narquois sur son visage. Elle a dit, « Maman a raison. Elle met tout le monde mal à l'aise avec sa condition. Peut-être qu'elle aurait dû rester à la maison si elle ne pouvait pas gérer d'être en public. » J'ai regardé autour de la table. Les parents de Marc avaient l'air de vouloir disparaître dans le sol. Marc regardait toujours son assiette comme un lâche. Maman et Jessica regardaient toutes les deux Sarah avec ses expressions suffisantes, comme si elle venait de la remettre à sa place. Les yeux de Sarah se sont remplis de larmes, mais elle s'est retenue. Elle a commencé à s'excuser, ce qui m'a encore plus irritée. Voici ma femme enceinte qui s'excuse d'avoir des nausées matinales parce que ma famille la traitait comme des ordures. Mais je n'ai pas explosé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. Au lieu de cela,
j'ai fait quelque chose qui a probablement surpris tout le monde, y compris Sarah. J'ai souri. Je me suis levée calmement, j'ai fait le tour de la chaise de Sarah et je lui ai tendu la main. Viens, ma chérie, lui ai-je dit doucement. Rentrons à la maison. Sarah m'a regardée avec confusion et soulagement. Elle a pris ma main, et je l'ai aidée à se lever. J'ai pris son sac à main et le gâteau qu'elle avait apporté, puis je me suis tournée vers la table. Profitez bien du reste de votre dîner, ai-je dit, toujours souriant. J'espère que c'est tout ce que vous vouliez que ce soit, et nous sommes partis comme ça. Pas de cris, pas de confrontation dramatique, pas de porte claquée. Nous sommes simplement sortis de cette salle à manger privée, avons traversé le restaurant et sommes allés jusqu'au parking. Dans la voiture, Sarah a finalement fondu en larmes. Je suis tellement désolée, David. J'ai ruiné le dîner de Jessica. Ta mère a raison. Je n'aurais pas dû venir si j'allais être malade. N'ose pas t'excuser, lui ai-je dit. Tu n'as rien fait de mal. Rien. Je l'ai ramené à la maison, lui ai préparé du thé, et nous avons passé la soirée à parler de ce qui s'était passé. Sarah voulait savoir ce que j'allais faire, si j'allais les appeler, si j'allais exiger des excuses. Je lui ai dit de ne pas s'en inquiéter, que je m'occuperais de tout. Elle s'est endormie vers 22h, épuisée par le stress et la grossesse. Je l'ai bordée, puis je suis allée à mon bureau à domicile et j'ai commencé à passer des appels. Vous voyez, ce que maman et Jessica ne comprennent pas, c'est que leur mode de vie confortable n'existe pas dans le vide. Chaque paiement mensuel que j'effectue, chaque facture que je couvre, chaque luxe dont elles jouissent, tout cela vient de moi. Et si elles pensent qu'elles peuvent traiter ma femme comme des ordures et s'attendre toujours à ce que je finance leur vie, elles sont sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse. J'ai commencé par les finances de maman. Je paie son hypothèque depuis 5 ans, mais la maison est toujours à mon nom pour des raisons fiscales. Je paie aussi son assurance automobile, son assurance maladie, ses charges, ses courses, et je lui donne une allocation mensuelle de $3000 pour ses dépenses personnelles. De plus, j'ai mis de l'argent sur un compte de retraite pour elle depuis qu'elle ne pouvait plus travailler. Ensuite, il y a Jessica. J'ai acheté sa voiture en totalité, donc elle n'a pas de mensualité de voiture, mais je paie son assurance et son entretien. J'ai aussi créé un compte d'épargne pour elle et Marc avec $50 000 comme cadeau de mariage, avec l'entente qu'il l'utiliserait pour un acompte sur une maison. J'y ai contribué mensuellement. De plus, j'ai payé leur lune de miel en Europe l'année dernière, $8000. Au total, j'ai calculé que je dépensais environ $12 000 par mois pour soutenir ma mère et ma sœur. Cela représente $144 000 par an. Au cours des 5 dernières années, j'ai investi près de $750 000 dans leur confort et leur sécurité. Il est temps pour elles de voir à quoi ressemble la vie sans ma générosité. À partir de lundi matin, j'ai commencé à faire des changements. Premièrement, j'ai appelé la banque et gelé les virements automatiques vers les comptes de ma mère. Ensuite, j'ai contacté ces compagnies d'électricité, de gaz, etc., et j'ai supprimé ma carte de crédit comme mode de paiement. J'ai fait de même avec son assurance automobile et son assurance maladie. J'ai appelé sa compagnie hypothécaire et les ai informés que je ne ferai plus de paiement en son nom. Et puisque le titre de propriété de la maison était à mon nom à des fins fiscales, j'ai commencé le processus pour la mettre sur le marché. Pour Jessica, j'ai gelé le compte d'épargne joint que j'avais créé pour elle et Marc. J'ai contacté sa compagnie d'assurance automobile et annulé la police. J'ai également appelé la compagnie de carte de crédit et annulé la carte que je lui avais donnée pour les urgences, celle qu'elle utilisait pour ses achats réguliers. Mais je n'avais pas fini. J'ai aussi commencé à examiner d'autres investissements que j'avais faits au fil des ans. Le restaurant où ma mère travaillait, je l'ai acheté il y a 3 ans lorsque le propriétaire initial allait le fermer. J'avais gardé l'ancien patron de ma mère comme gérant et la plupart du personnel d'origine, mais j'avais investi beaucoup d'argent dans des rénovations et la modernisation de l'équipement. Il générait un profit décent maintenant. Il était temps de le vendre. La maison que Jessica et Marc louent, c'est aussi la mienne. Je l'ai achetée comme propriété d'investissement et je la leur ai louée à un taux nettement inférieur au marché. Ils paient $1200 par mois pour un endroit qui devrait se louer à $2000. Leur bail était au mois,
Alors j'ai préparé un avis selon lequel leur loyer augmenterait au taux du marché à partir du mois suivant. J'ai passé lundi et mardi à mettre tout cela en marche, à passer des appels, à signer des papiers, à rencontrer des avocats et des agents immobiliers. J'étais méthodique et minutieux. Pas d'émotion, juste des affaires. Pendant ce temps, mon téléphone sonnait sans arrêt. Maman a appelé dimanche soir pour se plaindre que j'étais partie dîner tôt et que je l'avais embarrassée devant les parents de Marc. Elle a laissé 3 messages vocaux exigeant que je la rappelle et que je m'explique. Jessica a envoyé plusieurs SMS me demandant pourquoi j'étais si dramatique et disant que Sarah devait se durcir si elle voulait être mère. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Mercredi matin, la carte de crédit de ma mère a été refusée à l'épicerie. Elle m'a appelé immédiatement, paniquée. David, il y a quelque chose qui ne va pas avec ma carte. La banque dit qu'il n'y a pas d'argent sur mon compte. Peux-tu arranger ça? Il n'y a rien à arranger, maman, lui ai-je dit calmement. J'ai arrêté de faire des dépôts sur ton compte. Silence, puis, qu'est-ce que tu veux dire, tu as arrêté? Pourquoi ferais-tu ça? Je pense que tu sais pourquoi. C'est à propos de samedi soir, n'est-ce pas? Tu me punis parce que j'ai essayé de maintenir certains standards dans un bon restaurant. Je ne punis personne. Je ne paie simplement plus pour ton style de vie. Elle a commencé à crier alors, exigeant de savoir comment elle était censée payer ses factures, comment elle était censée manger, ce qu'elle était censée faire. Je l'ai laissée se défouler pendant quelques minutes. Puis j'ai dit, tu vas t'en sortir comme la plupart des gens. Mais David, je ne peux pas travailler. Mon arthrite. Tu peux déposer une demande d'invalidité. Tu peux obtenir des bons alimentaires. Tu peux réduire ta situation de logement. Tu as des options, maman. Tu ne les aimes juste pas. Jeudi matin, Jessica a appelé. Elle pleurait. David, qu'est-ce que tu fais? Maman m'a appelé hystérique. Elle dit que tu l'as complètement coupée et mon assurance automobile vient d'être annulée. Oui, j'ai arrêté de payer l'assurance de tout le monde, leur voiture, leur subvention de loyer, leur carte de crédit et leur compte d'épargne. Tu ne peux pas juste abandonner ta famille. Je n'abandonne personne. Je ne finance simplement plus le style de vie de personne. Il y a une différence. Mais nous dépendons de toi. Oui, je sais. C'est le problème. C'est insensé. Tu détruis nos vies pour un seul dîner. Non, Jessica, je ne détruis rien. Je ne fais plus que les construire avec mon argent. Vendredi, l'agent immobilier m'a appelé pour me dire que nous avions reçu une offre pour la maison de ma mère. C'était une bonne offre, proche du prix demandé. Je l'ai acceptée. Ce soir-là, maman est venue chez nous. Sarah se reposait à l'étage, et j'ai ouvert la porte pour trouver maman là, les yeux rouges et une expression désespérée. S'il te plaît, David, nous devons parler. Je l'ai laissée entrer, et nous nous sommes assis dans le salon. Elle a regardé autour de notre maison, la maison que j'avais achetée et décorée, remplie de beaux meubles et d'œuvres d'art, et j'ai pu la voir calculer dans sa tête. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, dit-elle. Je t'ai élevé. J'ai tout sacrifié pour toi et Jessica après la mort de ton père. Comment peux-tu m'abandonner maintenant? Tu ne m'as pas abandonné, maman. Tu as fait ce que les parents sont censés faire. Tu as pris soin de tes enfants, mais je ne suis plus ton enfant, et tu n'as pas droit à mon argent. Mais je ne peux pas survivre sans ton aide. Bien sûr que tu peux. Tu ne peux juste pas vivre comme tu as vécu. Elle est restée silencieuse un instant, puis a dit, c'est à cause de Sarah, n'est-ce pas? Tu l'as choisie elle plutôt que ta propre famille. C'est une question de respect. Tu as traité ma femme enceinte comme des ordures. Tu l'as humiliée en public. Tu lui as dit de manger dans la salle de bain parce qu'elle te mettait mal à l'aise. J'essayais juste de maintenir une certaine dignité. Ce restaurant était cher et chic, et elle était perturbatrice. Elle avait des nausées matinales, maman, elle porte ton petit enfant. Elle aurait pu rester à la maison. Elle aurait pu, mais elle est venue parce qu'elle voulait célébrer l'anniversaire de Jessica. Elle a fait un gâteau maison. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle était excitée d'être là.
Et tu l'as traitée comme si elle était de la merde. Maman pleurait maintenant. Je suis désolée. D'accord. Je suis désolée. Je m'excuserai auprès de Sarah. Je vais arranger ça. Non, tu ne le feras pas. Parce que tu ne penses pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Tu penses que j'exagère. Tu penses que Sarah est trop sensible. Tu penses que ton comportement était justifié. Elle n'a pas nié, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. S'il te plaît, ne vends pas ma maison, murmura-t-elle. J'y ai vécu pendant 5 ans. C'est ma maison. C'est ma maison, maman. Ça a toujours été ma maison. Tu y vivais en tant qu'invité. Mais où irais-je? Ce n'est plus mon problème. Samedi matin, Jessica et Marc se sont présentés. Marc avait l'air mal à l'aise et embarrassé. Jessica avait l'air furieuse. Tu es complètement déraisonnable, a-t-elle commencé avant même d'être entrée. Maman a 62 ans. Elle ne peut pas juste recommencer à zéro. Elle ne recommence pas à zéro. Elle va juste vivre selon ses moyens réels au lieu des miens. C'est fou. Tu vas la rendre SDF. Personne ne la rend SDF. Elle a des options. Elle peut prendre un petit appartement. Elle peut demander un logement pour seniors. Elle peut emménager avec toi. Le visage de Jessica est devenu blanc. Nous ne pouvons pas nous permettre de la soutenir. Moi non plus, apparemment. Mais tu gagnes tellement d'argent. Oui, je le fais. Et je l'ai partagé généreusement avec vous deux pendant des années. Mais la générosité doit être mutuelle. Vous devez traiter les personnes qui subviennent à vos besoins avec respect. Marc a finalement pris la parole. Écoute, David, ce qui s'est passé au dîner était mal. Mes parents étaient horrifiés. Nous l'étions tous. Mais tu ne penses pas que tu vas un peu trop loin? Voici ce que je pense, Marc. Je pense que si Jessica avait traité ta mère de la même manière qu'elle a traité ma femme, tu serais parti aussi. Je pense que tu es seulement là pour me demander de me calmer parce que ton style de vie est sur le point de changer. Il n'a pas discuté cela. Qu'est-ce que tu veux? A demandé Jessica. Des excuses? D'accord. Je suis désolée, maman. Désolée. Nous sommes tous désolés. Pouvons-nous s'il te plaît revenir à la normale maintenant? Non, ai-je dit simplement, parce qu'il ne s'agit pas d'excuses. Il s'agit de conséquences. Vous avez maltraité ma femme parce que vous pensiez pouvoir vous en tirer. Vous pensiez que j'allais juste l'absorber et continuer à écrire des chèques. Vous vous êtes trompé. C'est alors que Sarah est descendue. Elle avait écouté depuis le couloir et elle avait l'air triste mais déterminée. Je ne veux pas être la cause de problèmes familiaux, dit-elle doucement. Si ça pouvait t'aider, je peux m'excuser d'être partie dîner tôt. Absolument pas, ai-je dit fermement. Tu ne t'excuses de rien. Maman a regardé Sarah avec espoir. Oh, ma chérie, si tu pouvais juste. Non, l'ai-je interrompu. Sarah ne s'excuse pas d'avoir des nausées matinales. Elle ne s'excuse pas d'être enceinte. Elle ne s'excuse pas d'exister. La conversation est terminée. Au cours des semaines suivantes, la réalité s'est imposée à ma mère et à Jessica. La maison de ma mère s'est vendue rapidement et elle a dû trouver un autre logement. Elle a fini dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, près de la ligne de bus. Elle a demandé des allocations d'invalidité et d'aide alimentaire, auxquelles elle s'est qualifiée, bien que son revenu mensuel soit passé de $3 000 à environ $1 200. Jessica et Marc ont dû déménager de la maison que je leur louais à un prix inférieur au marché. Ils ont trouvé un logement plus petit, plus éloigné de la ville, et Jessica a dû prendre des quarts de travail supplémentaires à l'hôpital pour joindre les deux bouts. Le compte d'épargne de $50 000 auquel je contribuais a été gelé, et ils ont dû abandonner leur projet d'acheter une maison. Tous deux m'ont appelé des dizaines de fois au cours de ces semaines. Les conversations suivaient le même schéma: colère, négociation, culpabilisation, promesse de changer, et finalement acceptation. Je suis restée cordiale mais ferme. Je ne les punissais pas. Je ne les subventionnais simplement plus. Le changement le plus intéressant a été dans leurs attitudes envers Sarah.
Soudain, elles étaient très intéressées à faire amende honorable. Maman a envoyé des fleurs avec une longue note d'excuses. Jessica a proposé d'organiser une fête prénatale pour Sarah. Toutes deux ont commencé à appeler régulièrement pour prendre de ses nouvelles, mais c'était trop peu, trop tard. Sarah était polie, mais distante. Elle ne faisait pas confiance à leur changement de cœur soudain, et moi non plus. Il était évident qu'elles essayaient de regagner mes bonnes grâces pour restaurer leur sécurité financière. Environ 6 semaines après l'incident du dîner, nous avons eu une réunion de famille pour la fête prénatale de Sarah. La famille de Sarah l'a organisée, et ils ont invité ma mère et Jessica par politesse. Le contraste était frappant. La famille de Sarah, des enseignants, des infirmières, des petits entrepreneurs, des gens qui travaillent pour gagner leur vie, a traité tout le monde avec chaleur et respect. Ils étaient sincèrement excités par le bébé et ont fait de leur mieux pour que Sarah se sente aimée et soutenue. Ma mère et Jessica étaient sur leur meilleur comportement, presque désespérément. Elles complimentaient Sarah constamment, apportaient des cadeaux coûteux qu'elle ne pouvait clairement pas se permettre, et essayaient de s'insérer dans les conversations sur le bébé, mais il y avait une tension sous-jacente. Elles me regardaient avec espoir, attendant un signe que leur bon comportement leur valait un répit. Ce n'était pas le cas. Après la fête, maman a demandé si nous pouvions parler en privé. Nous sommes allés dans le jardin des parents de Sarah. « Tu as fait passer ton message, dit-elle. Nous avons maltraité Sarah, et nous sommes désolés. Vraiment, sincèrement désolés. Mais combien de temps cela va-t-il durer? Quand pourrons-nous être une famille à nouveau? Nous sommes une famille, lui ai-je dit. Nous avons juste des arrangements financiers différents maintenant. Mais je suis en difficulté, David. Vraiment en difficulté. L'appartement est minuscule et le quartier n'est pas sûr. Je peux à peine me permettre de faire les courses. Tu vis comme la plupart des gens de ton âge vivent quand ils n'ont pas économisé suffisamment pour la retraite. Mais je n'ai pas pu économiser. Je te soutenais, toi et Jessica. Et j'apprécie cela. C'est pourquoi je t'ai soutenu pendant 5 ans, mais ce chapitre est maintenant terminé. Alors, tu ne m'aideras plus jamais? J'y ai réfléchi un instant. Je t'aiderai en cas d'urgence. Si tu as besoin de soins médicaux que tu ne peux pas te permettre, je paierai. Si ton appartement devient inhabitable, je t'aiderai à trouver quelque chose de sûr. Mais je ne reviendrai pas à financer ton mode de vie. Quelle est la différence? La différence est le respect. La décence humaine de base. Traiter ma femme comme une personne au lieu d'un inconvénient. 3 mois plus tard, Sarah a donné naissance à notre fils. Ma mère et Jessica étaient à l'hôpital quelques heures après, apportant des fleurs, des ballons et des peluches. Elles étaient incroyablement attentives et serviables, et je pouvais voir qu'elles étaient sincèrement heureuses pour leur petit-fils et neveu. Mais j'ai aussi remarqué qu'elles n'arrêtaient pas de mentionner à quel point les bébés étaient chers, combien les nouveaux parents avaient besoin d'aide, à quel point le soutien familial était important pendant cette période. Le message était clair. Elles espéraient que le bébé ramollirait ma détermination et ouvrirait à nouveau mon portefeuille. Cela n'a pas fonctionné. Ne vous méprenez pas, je ne les ai pas entièrement coupées de nos vies. Elles sont les bienvenues aux réunions de famille. Elles peuvent rendre visite à leur petit-fils quand elles le souhaitent. Nous avons des dîners de fête et des fêtes d'anniversaire, mais la relation financière est terminée. Ma mère s'est finalement adaptée à sa nouvelle situation. Elle s'est fait des amis dans son immeuble, a commencé à faire du bénévolat dans une association caritative locale, et a semblé trouver un but qui n'impliquait pas de dépenser mon argent. Elle n'est toujours pas heureuse de la situation, mais elle s'en sort. Jessica a eu plus de mal à s'adapter. Elle et Marc ont traversé une période difficile quand l'argent est devenu serré, et à un moment donné, elle a demandé si elle pouvait emménager à nouveau chez ma mère. Mais ils ont surmonté cela, et je pense que leur mariage est plus fort maintenant qu'ils construisent leur propre vie au lieu de vivre de ma générosité. Le résultat le plus important est qu'elles traitent toutes les deux Sarah avec respect maintenant. Cela peut être motivé par l'intérêt personnel. Elles espèrent regagner mes bonnes grâces, mais le résultat est le même. Sarah n'est jamais insultée, jamais mise mal à l'aise, jamais traitée comme moins que ce qu'elle est. Elle s'enquiert de son travail, complimente son rôle de mère et l'inclut dans les conversations familiales.
Sarah ne leur fait toujours pas entièrement confiance, et je ne la blâme pas, mais elle est prête à maintenir une relation cordiale pour l'harmonie familiale, surtout maintenant que nous avons un fils qui mérite de connaître sa grand-mère et sa tante. Quant à moi, j'ai appris quelque chose d'important sur la dynamique familiale et l'argent. Lorsque vous soutenez financièrement des personnes pendant une période prolongée, elles commencent à considérer ce soutien comme un droit plutôt qu'un cadeau. Elles commencent à le prendre pour acquis, et pire, elles commencent à traiter mal la source de ce soutien parce qu'elles supposent que cela continuera quel que soit leur comportement. La vérité est que je pouvais me permettre de continuer à soutenir ma mère et Jessica indéfiniment. L'argent que je dépensais pour elles était important pour elles, mais pas une difficulté pour moi. Mais l'argent sans respect n'est que l'encouragement d'un mauvais comportement. J'ai aussi appris que Sarah est plus forte que je ne lui donnais de crédit. Elle ne m'a jamais demandé de couper ma famille. Elle n'a jamais exigé d'excuses ou de vengeance. Elle voulait juste être traitée avec une dignité élémentaire. Quand cela n'est pas arrivé, elle était prête à l'accepter et à passer à autre chose. C'est ma décision de fixer des limites. Maintenant, près d'un an plus tard, notre dynamique familiale s'est installée dans une nouvelle normalité. Nous nous réunissons toujours pour les fêtes et les occasions spéciales. Maman et Jessica font toujours partie de nos vies, mais la dynamique de pouvoir a changé. Elles ne peuvent plus traiter Sarah ou moi mal et s'attendre à n'affronter aucune conséquence. Notre fils grandit dans une famille où le respect est attendu et mérité, non acheté. Il connaîtra sa famille élargie, mais il verra aussi que ses parents se défendent l'un l'autre et ne tolèrent pas le manque de respect. Parfois, les gens me demandent si je regrette la façon dont j'ai géré la situation. Ils pensent que je suis allée trop loin, que j'aurais dû juste exiger des excuses et passer à autre chose. Mais je ne le regrette pas. Ce dîner à Bella Vista n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase après des années de manque de respect subtil et de sentiment de droit. Ma femme méritait mieux, et mon fils mérite de grandir dans une famille où sa mère est traitée avec dignité. Les gens dans votre vie doivent comprendre que votre générosité s'accompagne de l'attente d'une décence humaine de base. S'ils ne peuvent pas satisfaire cette norme minimale, alors ils doivent apprendre à vivre sans votre aide. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour quelqu'un est de le laisser faire face aux conséquences de ses choix. Cela les force à grandir, à prendre leurs responsabilités, espérons-le, à devenir de meilleures personnes. Quant à cette journée parfaite que maman voulait pour Jessica, il s'avère que les jours parfaits ne sont pas synonymes de restaurants chers ou d'un cadre luxueux. Il consiste à être entouré de personnes qui se traitent avec amour et respect. Une fois que maman et Jessica ont compris cela, nous avons recommencé à vivre des journées vraiment parfaites, mais pas à mes dépens. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Environ 18 mois après la naissance de notre fils, quelque chose est arrivé qui a vraiment mis tout en perspective et m'a montré que j'avais pris la bonne décision. Sarah et moi préparions la fête du premier anniversaire de notre fils quand elle a suggéré d'inviter tout le monde, nos deux familles, nos amis, nos collègues. Ce serait une grande célébration chez nous, et elle voulait que ce soit spécial. J'hésitais à inclure ma mère et Jessica, non pas parce que je ne les voulais pas là, mais parce que je n'étais pas sûre de la façon dont elles se comporteraient chez nous, en présence de la famille de Sarah et de nos amis. Sarah a insisté, cependant. Elles se sont améliorées ces derniers temps, a-t-elle dit. Et je veux que Tommy grandisse en connaissant toute sa famille, même si les choses sont compliquées. Alors, nous les avons invités. Maman est arrivée avec un cadeau fait maison, un album photo qu'elle avait monté avec des photos de mon enfance, certaines de Sarah pendant sa grossesse, et les premières photos de Tommy. C'était attentionné et personnel, clairement quelque chose sur lequel elle avait passé du temps plutôt que de simplement acheter quelque chose de cher. Jessica a également apporté un cadeau pratique. Un sac à langer qu'elle avait cousu elle-même avec le nom de Tommy brodé dessus. Pendant la fête, j'ai surpris ma mère en train de parler à la mère de Sarah, Hélène. Elle regardait Tommy jouer avec des blocs. Et Hélène parlait de la fierté qu'elle avait de Sarah pour avoir si bien géré le travail et la maternité. Elle est remarquable, a dit ma mère. Et je pouvais dire qu'elle le pensait. Je n'appréciais pas cela chez elle avant. J'étais tellement concentrée sur ce que je pensais que David avait besoin que je ne voyais pas ce qu'il avait réellement. Hélène a souri. Sarah a toujours été indépendante. Même petite, elle insistait pour faire les choses elle-même.
David a de la chance d'avoir quelqu'un d'aussi fort. Il l'est, a acquiescé ma mère. Et j'ai de la chance qu'elle m'ait pardonné d'avoir été si bête. Plus tard ce soir-là, après le départ de la plupart des invités, Jessica m'a abordée pendant que je rangeais. Elle avait l'air nerveuse, ce qui était inhabituel pour elle. David, je peux te demander quelque chose? Bien sûr. Penses-tu que tu me feras à nouveau confiance un jour? Vraiment confiance? J'ai arrêté ce que je faisais et les regardé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, je sais que tu ne reviendras jamais à payer pour tout comme avant, et je ne te le demande pas. Marc et moi nous débrouillons très bien seuls maintenant. Mieux que bien, en fait. Mais parfois, j'ai l'impression que tu attends que je fasse à nouveau des erreurs. Que je dise quelque chose d'horrible à Sarah, ou que je montre mes vraies couleurs. J'ai examiné sa question attentivement. Au cours de l'année et demie précédente, Jessica avait été constamment respectueuse envers Sarah. Elle avait offert une aide sincère pendant les nuits difficiles avec le bébé, célébré les réussites professionnelles de Sarah, et n'avait jamais fait de commentaires méchants sur son origine ou ses choix. Je pense que la confiance doit être reconstruite lentement, lui ai-je dit. Tu as beaucoup blessé Sarah cette nuit-là. Et avant cette nuit, il y a eu beaucoup de petites coupures. Cela va prendre du temps. Je sais. Et je veux que tu saches que je ne suis pas gentille avec Sarah parce que je veux quelque chose de toi. Je suis gentille parce que j'ai finalement réalisé à quel point j'étais complètement une idiote avant et j'ai honte de mon comportement. Cette conversation m'a marquée parce qu'elle semblait sincère d'une manière que leurs précédentes excuses n'avaient pas été. Jessica ne jouait pas pour mon bénéfice. Elle réfléchissait réellement à son comportement et à son impact. Quelques mois plus tard, nous avons eu une véritable épreuve de cette nouvelle dynamique. Sarah a eu une alerte de fausse couche vers 8 semaines de grossesse de notre deuxième enfant. Elle s'est retrouvée aux urgences à 2 heures du matin, saignant et terrifiée. J'ai appelé Jessica parce qu'elle était infirmière et j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait m'aider à comprendre ce que les médecins nous disaient. Jessica a tout laissé tomber et nous a rejoints à l'hôpital. Elle est restée avec Sarah pendant que je m'occupais des formalités administratives et de l'assurance, lui tenant la main et lui expliquant les procédures dans des termes qu'elle pouvait comprendre. Quand les saignements se sont arrêtés et que les médecins ont confirmé que le bébé allait bien, Jessica a pleuré de soulagement presque autant que Sarah. J'avais tellement peur que nous allions les perdre, m'a-t-elle dit plus tard. Pas seulement le bébé, mais les deux. Sarah est devenue comme une vraie sœur pour moi, et je ne pouvais pas supporter l'idée de perdre ça. C'est alors que j'ai su que le changement chez Jessica était réel. Elle ne pensait pas à l'argent ou à sa relation avec moi. Elle était sincèrement préoccupée par le bien-être de Sarah. La transformation de ma mère a pris plus de temps, mais elle était tout aussi sincère. Le tournant est arrivé quand Tommy avait environ 2 ans et qu'il est tombé gravement malade d'une grippe intestinale. Sarah et moi étions épuisés par les nuits blanches et je devais voyager pour le travail. Sans qu'on le lui demande, ma mère est apparue à notre porte avec de la soupe maison et a proposé son aide. Elle a passé 3 jours chez nous à faire la lessive, le ménage et à s'occuper de Tommy pour que Sarah puisse se reposer. Elle ne s'est jamais plainte, n'a jamais tout ramené à elle-même. N'a jamais rien attendu en retour. Quand je suis rentrée de mon voyage, Sarah m'a dit que ma mère avait été incroyable. Elle n'a pas essayé de prendre le contrôle ou de me dire que je faisais mal les choses, a dit Sarah. Elle a juste aidé, et elle n'arrêtait pas de dire à quel point elle était désolée de ne pas avoir été plus supportive quand j'étais enceinte de Tommy. Ce soir-là, maman et moi étions assis sur la véranda arrière pendant que Sarah couchait Tommy. J'ai repensé à cette nuit au restaurant, dit-elle. Je la revois parfois dans ma tête et je suis horrifiée par ce que je lui ai dit. Qu'est-ce qui t'horrifie le plus là-dedans ? Ai-je demandé. Que j'étais si préoccupée par ce que les autres pensaient que j'ai oublié la gentillesse humaine la plus élémentaire. Sarah était malade et effrayée, portant mon petit enfant, et au lieu de la protéger, je l'ai attaquée. Quel genre de personne fait ça ? Une personne qui a perdu de vue ce qui compte vraiment, ai-je dit. Mais les gens peuvent changer. Ai-je suffisamment changé ? Demanda-t-elle. Ai-je gagné le pardon ? Ça ne dépend pas vraiment de moi, lui ai-je dit. Tu devrais demander à Sarah. Le lendemain matin,
J'ai trouvé ma mère et Sarah en train de parler tranquillement dans la cuisine pendant que Tommy prenait son petit déjeuner. Ma mère pleurait et Sarah lui tenait la main. Elle m'a demandé de lui pardonner, m'a dit Sarah plus tard. Vraiment demandé, pas seulement dit désolé et s'attendait à ce que je passe l'éponge. Elle voulait savoir ce qu'elle pouvait faire pour arranger les choses. Comment elle pouvait être la belle-mère et la grand-mère que je méritais. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que je lui avais déjà pardonné. Que de la voir avec Tommy ces derniers jours, de voir à quel point elle l'aime et à quel point elle essaie d'être meilleure, cela me suffisait. Maintenant, 5 ans après ce dîner désastreux, notre dynamique familiale est complètement différente. Ma mère vit simplement mais contente dans son petit appartement. Elle fait du bénévolat dans un programme d'alphabétisation et a un petit cercle d'amis. Jessica et Marc ont acheté une maison modeste et parlent d'avoir leurs propres enfants. Les deux femmes traitent Sarah avec un respect et une affection sincère. Plus important encore, elles ont toutes deux appris à être reconnaissantes pour ce qu'elles ont plutôt que de se sentir en droit de ce qu'elles pensent mériter. La pression financière de subvenir à leurs besoins les a rendues plus débrouillardes, plus humbles et finalement plus satisfaites de leur vie. Sarah et moi avons maintenant 2 enfants. Tommy a 4 ans et sa sœur Emma vient d'avoir 2 ans. Les 2 enfants adorent leur grand-mère et leur tante, et ils grandissent en voyant une famille où tout le monde se traite avec respect et gentillesse. Je gagne toujours bien ma vie, et de temps en temps, j'aide en cas de véritables urgences. Quand ma mère a eu besoin de soins dentaires qu'elle ne pouvait pas se permettre, j'ai payé. Quand la voiture de Jessica est tombée en panne et qu'il ne pouvait pas se permettre les réparations, j'ai aussi aidé. Mais ce sont des exceptions, pas la règle, et elles sont accueillies avec une gratitude sincère plutôt qu'une attente. La partie la plus satisfaisante de toute cette expérience a été de voir Sarah s'épanouir sans la constante tension familiale sous-jacente. Elle est confiante dans son rôle de mère et d'épouse, poursuit ses objectifs de carrière sans jugement, et a développé une relation vraiment chaleureuse avec ma famille. Nos enfants grandissent dans un foyer où leur mère est respectée et valorisée, ce qui, je pense, leur sera utile dans leur propre relation un jour. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais géré les choses différemment cette nuit-là à Bella Vista. Si j'avais crié, fait une scène, exigé des excuses immédiates, je ne pense pas que cela aurait mené au même résultat. Le choc de la perte de leur sécurité financière a forcé ma mère et Jessica à vraiment examiner leur comportement et à apporter des changements durables. Une confrontation dramatique aurait pu être satisfaisante sur le moment, mais elle n'aurait pas abordé les problèmes sous-jacents. La leçon que j'ai apprise est que parfois la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour quelqu'un est de le laisser faire face aux conséquences naturelles de ses choix. Ce n'est pas facile et ce n'est pas rapide, mais cela peut conduire à une réelle croissance et à un changement authentique. Quant à cette journée parfaite que maman voulait pour Jessica, il s'avère que les journées parfaites ne sont pas synonymes de restaurants chers ou d'un cadre luxueux. Elles consistent à être entourées de personnes qui se traitent avec amour et respect. Une fois que maman et Jessica ont compris cela, nous avons recommencé à vivre des journées vraiment parfaites.